aujourd'hui, on va travailler, on va en fait parler trois grands sujets. Le premier sujet, c'est effectivement présenter un peu le plan quinquennal et Made in China 2025. C'est un point très, très important sur le marché chinois. Après, on va expliquer pourquoi. Deuxième point, c'est le sujet de réglementation récente, l'amendement des lois ou des nouvelles lois sur la protection des données personnelles, etc. Ça nous inquiète un peu du côté français, donc on va faire une brève présentation pour vous assurer rien de neuf de soleil, en tout cas pour le parti B2B. La troisième partie, c'est la partie la plus légère, donc on va parler un peu comment en fait les Chinois voient les Français ou les technologies françaises. Donc maintenant, on va entrer dans le premier partie. Première partie, on va faire une sorte de rapidement présentation. Après, surtout dans la présentation intégrée des opportunités en Chine. Et après, côté Shanghai, va vous expliquer surtout ces opportunités-là, comment on peut les choper en fait. Donc les opportunités, c'est pour tout le monde, y compris pour les entreprises étrangères et pour des entreprises françaises, évidemment. Et Shanghai va vous montrer un peu leur showroom qu'ils travaillent déjà avec des entreprises étrangères, essentiellement maintenant avec les anglo-saxons assez grands, IBM, et des startups, des PME également, et des entreprises canadiennes, israéliennes, etc. Voilà, donc le premier point, la synthèse sur le plan quinquennal. Donc ça, c'est une synthèse que j'ai faite sur le plan quinquennal. Il faut savoir, en Chine, c'est hyper important parce que c'est un pays très pouvoir centralisé. Donc, le marché est très cadré. Donc, là, en fait, toutes les entreprises doivent trouver des opportunités et mener ces actions dans ce cadre-là. Donc, ça, c'est vraiment incontournable. C'est de comprendre le plan quinquennal chinois. Et c'est un devoir absolument à faire. Donc, aujourd'hui, je vous mets un schéma très simplifié. Grosso modo, le plan quinquennal actuel en Chine, c'est quoi? C'est le premier plan qui va transformer l'économie chinoise d'un modèle quantitatif vers le modèle qualitatif. En bas, il y a deux grandes orientations vers une société plus harmonieuse et vers une société plus efficacité, c'est-à-dire non seulement à l'intérieur du pays, également à l'échelle internationale. Donc après, encore une fois, on ne va pas rentrer dans les détails aujourd'hui, on n'aura pas le temps. Donc après toutes ces grandes orientations, on peut voir ici quelques sujets importants. Il faut en fait prendre soin de la population. Essentiellement, maintenant, il y a deux chantiers importants, c'est sur le soin des gens âgés, le vieillissement, et le soin des petites enfances, parce que depuis très peu, on a eu assouplissement pour avoir troisième enfant, donc toutes les infrastructures de services derrière, il faut suivre. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Il y a beaucoup de chantiers qui est lié à ce sujet-là. Et après, évidemment, entre l'harmonie et l'efficacité technologique, il y a l'économie verte et la technologie innovante, y compris l'exploitation profonde des mers, des sols, etc. La Chine a pour avoir une efficacité maximale, est en train de créer des grandes conglomérations pour en fait faciliter un peu la circulation interne des populations, pour aussi mutualiser des ressources, de créer de tous ces grands blocs. Certains qui connaissent la Chine savent déjà, il y a le delta de Yangtze, il y a le Grand Bay à côté Canton, Shenzhen et Hong Kong, il y a la nouvelle l'île de Hainan, c'est la zone free tax, des zones de la province qui fait des décès sur le free tax. Et aussi au niveau de la technologie, il y a un grand projet ambitieux aussi, c'est la Chine digitale. Donc le gouvernement, c'est le premier en train de faire de monnaie renminbi et aussi de services d'administration via la technologie blockchain. Ça, c'est des sujets en cours très, très importants. Derrière, il y a aussi deux grands chantiers qui est visé sur la modernisation de l'économie
actuelle. Le premier chantier, c'est augmentation des besoins internes, notamment des nouveaux besoins. Et deuxième chantier que je vais faire zoom dessus, c'est effectivement la modernisation de l'industrie, de la fabrication. C'est équivalent à peu près notre industrie 4.0. Et si vous avez besoin, moi, je vais vous envoyer les détails sur chaque chantier, donc sur toutes les technologies ou des services, des propositions, des solutions que la Chine a besoin. Mais sachant que, en fait, évidemment, le jour aujourd'hui, ils demandent plus les ressources internes pour satisfaire aux besoins, mais par contre, il y a encore sur beaucoup de pans d'activité, la Chine a besoin des technologies et des savoir-faire étrangers pour atteindre ses objectifs. Hein. Donc, deux objectifs très importants. 2035, devenir leader A&D sur certains secteurs stratégiques mondiaux. Et le deuxième objectif très important, c'est 2049, devenir le numéro 1 dans le manufacturing, dans la fabrication mondiale. Maintenant, je zoome sur la partie, le plan Made in China 2025. En fait, sur ce plan-là, vous allez voir, ils veulent moderniser le pays dans 10 grands secteurs, c'est-à-dire avoir dans ces secteurs-là, ils vont importer, ils vont mettre en place des technologies pour monter en gamme du modèle. Hein. Donc, vous allez voir, il y a biomédecine, il y a la nouvelle technologie ICT, il y a le manufacturing, en fait, contrôlé par digital, il y a équipement aérospatial, aéronautique. Voilà, donc ici, on a 10 secteurs importants pour le pays qui va transformer leur modèle économique vers une classe mondiale. Dans ces 10 secteurs-là, donc peut-être vous pouvez trouver dans quel secteur particulier vous allez avoir des choses importantes, intéressantes à faire. Et à côté, je mets à gauche aussi, parallèlement à ça, la Chine est devenue déjà le leader 5G, intelligence artificielle mondiale. Hein. Et donc, pour exploiter, déployer ces technologies, ils ont besoin aussi beaucoup de solutions, beaucoup de services autour de cela. Donc, par exemple, 5G, créer des nouveaux contenus, jeux en ligne pour avoir plus d'interactivité et pour créer des plateformes, des solutions, des services pour mieux déployer la technologie 5G, style automobile et sans conducteur, etc. Donc, voilà. Donc, je vais m'arrêter là sur cette partie. Moi, je mets maintenant, c'est à Shanghai, ils vont nous expliquer concrètement pour une entreprise étrangère comment on peut choper ces opportunités-là en Chine et via quel biais on peut avoir l'accès à ces opportunités-là. En fait, le pays, le chantier est immense, il y a beaucoup de choses à faire. Bright, this is your turn. Yes, can you hear me? Yeah, very well. Okay. Yes, I just turned on the microphone. Yeah, OK. Je vais en français. Monsieur Bright, c'est le directeur d'investissement et de coopération stratégique du plateforme multi-internationale au sein de Zhangjiang High-Tech Park, d'une référence importante en Chine. Donc, il s'occupe beaucoup de collaboration avec les entreprises étrangères. Aujourd'hui, donc, moi, je lui ai invité de venir vous parler un peu de vos opportunités en Chine et par quel biais on peut accéder ces opportunités-là. Okay, thanks, Sophie, and thanks for everyone, Bonjour, and thanks for every time. I know this is noon, just after the lunch. It's a leisure time. And also, this is a very good question. I will tell you some indeed case, real company and real entrepreneurs, how they can just gain this opportunity in China. I will show you some case. So I think it's a noon time. It's very easy to get sleep. I will show you the real things, the real project, the real products. In this case, you will know how could we to get the opportunity. And also, I'm very honored and very pleased to have this time to show our information and our point of view. So the first things I think I could introduce our platform. Then you can know how to do the things we can just deploy, cooperate. Everyone, you can see this brand just behind me. In English, our brand, our platform named Zhangjiang High-Tech Park Multinational Company Joint Incubator Platform.
Actually, our platform led by Zhangjiang government, we call it Zhangjiang High-Tech Park Management Committee. Zhangjiang High-Tech Park is known as the Silicon Valley in China. So it's a high-tech park. This platform, we built it for integrate the big company and the middle company and the small companies, their supply and their needs, such like the marketing, such like the capital, such like the technology and marketing. We just help them more efficiency to cooperate with each other. These procedures, we just play the roles as the first one. We are the government servicers. So we should provide some very great policies for these companies. Second, we will become the translator, not only translate the English to Chinese, also the Chinese to Chinese and English to English. Because you know, with the different roles, the multinational company and also the small companies, the investors and the governors, the technology manager and the business manager, even the executive officers, they have a different language system. So we should find their really purpose and what is the really corporate point and help them to meet each other and promote the more efficiency to cooperate. That's what we call the translator. And the second one will become the small company and the middle companies partners. We will just play the shareholders and your partner. We can just help you find the right strategy in China and also develop in the marketing. And also we just invite them and also we will find more investors fit for them, such things. And also the last one, we will become investors. Also, we just cooperate and working every day with these small and middle companies. I will know what kind of this company it is. We will find the real great entrepreneurs. Then we will invest in them. So that's our platform. And I will answer the questions that Sophie just mentioned. So I can just show you some case and you will know how to gain the very great opportunities in China. Yes. So right. It's very important to show. It's very important to show the SME, French SME, how they can catch the opportunities in China. Also, Yes, I will just show you some case. From the case, I will tell you how to gain that opportunities. You will know that. That's the real things we have done. So you will know that. The first one is this company. You can see. This is a chip company. They just make the AI chip for the automobile. The chip can integrate the algorithm. They will know what is traffic light, what is real people, what is a tree, and makes the car autonomous pilot. So this company's founder just from the American. He is the ex-executive officers. Vice president in Germany, Bosch. When he come to China, he just want to build his own companies. But you know, from the companies, such multinational company get out, he's very nervous about start their own business, become a very small startup. So we just tell them how to build the startup and how to make sure the CTO, CEO, and the CIO, they have the same ideas. And also when they develop them, we just help them talking with the investor, such as the famous capital in China, Source Solar Capitals. I just reject these capitals 35% first round because you have so big shares with the startup companies, the capital will push them forward too fast. And also I'm let them to invest them for 3 rounds, make the companies going well. And also in China, you know, there's a lot of big marketing opportunity. But first, you should know real one who can pay the money, your customer, such like the national company and also some private listed company. You should know what is the officers who have the money, who have the authority, what is his personal idea and personal requirement, and also what is this companies, this organization's purpose. You should combine them together, find the balance point, then you can guide the market. So this is the trust. They should trust you, then they'll tell you the truth. If you want to gain the point, so first you should find the right people, and then you should
have the trust to talk to them. They tell you real things. Then you can gain these opportunities. Also, we help them to talking different companies market, such like Huawei, and also some national automobile companies. So their chips now just implement in the automobile, in the cars. We can just implement in China. So this is the first case. And also they come to our platform only with 2 papers. They are BP. And for now, they are just a $2 billion US company. Okay, so we can see a next one. And also you can see this company. This company just makes the corporation robot. They can just implement in the laboratory. Also the founder just come from the ABB. He is ex-ABB R&D directors. Also he come to our platform. They have the first round investment from the government, because this is the future, for the AI and the robotics, the development for future. We can just doing very sensitive movement and experiment. As we know, for these days, the people become very high cost, very expensive, and also the very high level, high degrees students or high degrees officers and the employees. They should do the more creative things. You shouldn't just stay in the laboratory waiting for the data from all the equipment. And also for people doing this, there's some pollution and also some chemical hazard will happen. So for every, I think for a lot of industrial, the robotics and AI will implement in there. So they are also in landing in these areas. So this we can call it most advanced experimental robot in the whole world. And also we just help them to get the policies and also the government investment. The government will invest you. Now you will have the government trust. A lot kind of the market will open for you. That's the government to give you the trust and also give you the background. Then you can gain another market is more easier. But first one, you should build the trust with the governors. So that's what we help them to talking with this trust. And now we just also talking some listed company and also some multinational companies marketing for them, such like Unilever. Also we just talking them and make their products into their laboratories. Okay, so we can see a next one. Also, we can just show you very high technology companies. That's the most advanced nanotech in the whole world. So we can see this. This is one kind of nanotech. It's a nanofilm. This is a normal glass, and the nanofilm, just like our mobile phones film, you can just stick them on the back, and you can see at the top of the cabinet, it's a normal beamer. It's a normal beamer, just 1,000 or 2,000 RMB. The beamer just produced the image on this glass. With the nanomem film, this glass become a screen, become a advertisement board. So also we just help them we invest them in the angel round, and also we just helping them to talking the national taxi company. So in Shanghai, if you have a chance to come to Shanghai, you will see on the Chinese Shanghai taxis back windows, there is a vivid image advertisement board on it. It's a totally 99 transparency. And you can see with this light, it's very vivid and clear. So the taxi's back window become advertisement. So this is a market we help them talking and also invested them. And also the founder just from the USA, from the MIT, the technology just he invested them, he just invented them and making an implement in China. And now this is most advanced nano film technology. Also the Apple and the Corning just designed the strategic cooperation with them. Next generation display technology, they will use them. And also they are the only one who can make the 99 transparency, 99 read transparency. Okay. So from make a conclusion, if we want to gain the Chinese market, first you should know what is the Chinese market is and
the key people who have the authority, who have the money to make sure these things can cooperate. Find them, and you should know what is his view and requirement, and also what is this organization or company's requirement. We should build the trust and find the balance point quickly, cooperate and communicate. So that is my answer. For the next 5 years opportunity in China, I can just make one conclusion. If you can help the Chinese people born more children, just do it. If you just prevent them, stop them to make more baby, don't do it. That's the conclusion. Okay. Thank you, thank you, thank you, Bright. 我们去那里做吗？OK， 好。可以。Alors, pour la deuxième partie maintenant, donc la deuxième partie, tout à l'heure, on s'est dit qu'il faut parler un peu de la réglementation, donc on est un peu inquiété. Rapidement, il y a un chiffre quand même très parlant, la Chine, le marché chinois est toujours attractif. Les importations chinoises ont augmenté presque 32% depuis sur une année de novembre à novembre, hein, donc le chiffre c'est très récent. Malgré en fait maintenant il y a un renforcement et un durcissement du contexte réglementaire, donc ça c'est un peu normal. Il faut savoir, tout à l'heure on a dit au niveau des plans quinquennal, donc on veut mettre l'économie chinoise vers un modèle beaucoup plus qualitatif. Donc tous ces contextes, tous ces environnements, l'écosystème doit être à jour, doit être aussi à suivre en fait cette évolution et également être en phase avec les réglementations internationales. Donc, ce sont des ajustements, évidemment, ça se bouscule ces derniers temps, mais ce sont des réglementations plus ou moins normales, hein, parce que le RGPD en France, ça existe depuis longtemps, et en Chine, c'est la première fois qu'on a mis en place cette loi que partir le 1er novembre de cette année. Donc, le marché est toujours attractif. Donc, ça, c'est les chiffres, hein, c'est pas moi qui a dit. Mais par contre, je dois quand même mentionner 2 points très importants parce que récemment, il y a des nouvelles résolutions du comité central du Parti communiste. Tout à l'heure, j'ai dit, en Chine, Parti communiste, c'est la position dominante. On doit écouter les directives du Parti communiste. Donc, dans la nouvelle résolution du parti, donc qu'est-ce qu'ils ont dit? En fait, ils ont dit, le jour aujourd'hui, la Chine entre dans une ère du socialisme aux caractéristiques à la chinoise, c'est-à-dire la période copie des modèles occidentaux et aveuglement, c'est fini. Donc ça, c'est clair, c'est fini. Donc maintenant, ils veulent d'abord user des sources à l'intérieur, mais évidemment compléter par les compétences et les ressources externes, cette fameuse notion de double circuit en fait. Hein. Donc c'est une notion qui est assez à la mode en Chine. Donc, le deuxième point important, c'est qu'effectivement, la notion de réforme et la notion d'ouverture ne sont plus la ligne conductrice du pays. Parce qu'en fait, depuis Deng Xiaoping, on a en fait pendant 30 ans, 40 ans, on a parlé beaucoup en fait l'ouverture du pays et la réforme du pays. Maintenant, ces deux mots-là sont déjà en fait enlevés de leur résolution récente. Et maintenant, concernant directement le RGPD chinoise, qu'est-ce que je peux dire? D'abord, RGPD chinoise, message important de la première loi de la protection des données privées, c'est surtout sur les données privées. J'ai oublié de vous dire, on a déjà vu récemment, il y a 2 choses assez importantes au niveau de réglementation. Premièrement, c'est pour les produits importés, les produits alimentaires, les cosmétiques. La Chine a renforcé la partie contrôle, c'est-à-dire aujourd'hui, si on veut exporter les produits alimentaires et les produits cosmétiques, dorénavant, ils doivent en fait avoir une description plus détaillée des composants du produit, et maintenant on doit faire un contrôle en fait systématique a priori.
Donc ça, c'est un changement important, même au niveau de l'étiquetage à la douane. Maintenant, on doit demander des descriptions du produit beaucoup plus précises. Donc ça, c'est un changement récent en Chine pour des produits importés. Et un autre loi, en fait, c'est amendement de la loi, en fait, hein, donc qui n'est passé pas inaperçu, c'est le fameux antitrust, la loi antitrust. Donc, vous avez vu tous les géants technologiques chinoises récemment, ils ont vu infliger par les amendes du système juridique. Donc, en fait, ils ont trop usé leur position dominante sur le marché pour faire des compétitions déloyales. Donc, cette loi RGPD, c'est une loi équivalente à RGPD en Europe, hein, mais ils veulent être moins contraignants pour le développement de innovation numérique. Donc, apparemment, c'est plus souple par rapport au RPDG chez nous. Et par contre, ils veulent avoir une efficacité plus importante sur la partie extraterritoriale, c'est-à-dire, en fait, maintenant, on suit plus près des données, par exemple, qui sont sorties de la Chine. Ça, c'est évidemment, c'est une chose qu'ils vont renforcer. Et après, ils veulent une volonté de contribution beaucoup plus active dans la gouvernance internationale pour en fait gérer, pour régler en fait le marché digital et numérique. Dans la loi, ils ont clairement dit qu'il y a une considération prioritaire de la sécurité des données pour le pays. Donc en fait, ça c'est très pondérant. En fait, c'est la sécurité des données nationales, c'est très importante. Maintenant, on va vous expliquer un peu les informations claires à retenir. Si on collecte des données dans un lieu public, il faut prévenir, il faut signaler préalablement et explicitement pourquoi faire. Donc, on peut collecter des données que si c'est nécessaire pour la sécurité publique. Je dis clairement, c'est dans un lieu public, maintenant on veut collecter des infos, des données, images, identité de la personne, etc. Une autre information importante, c'est le transfert des données de la Chine vers l'extérieur. Donc là, en fait, c'est pour le B2B, en fait, c'était presque déjà le cas. On n'a pas dit c'est interdit, mais on a dit il faut faire une évaluation de sécurité. Il va avoir des amendes importantes derrière. La Chine a dit aussi dans cette loi, il dit si un pays qui fait des actions discriminatoires contre la Chine peut très bien prendre des mesures en contrepartie d'être en fait prendre des mesures nécessaires pour répondre en fait à cette discrimination. Dans le texte, hein, ils ont dit c'est l'action discriminatoire. Donc, ce sont des informations importantes pour nous. Je ne vais pas décrire des informations pour les Chinois, pour les entreprises chinoises, c'est que pour nous. Et je vais vous montrer quelques pénalités. Vous pouvez retenir tout simplement quelques grandes informations. Il va aller à 3 niveaux de pénalité. Le premier, c'est confisquer des gains illégaux. Et le deuxième niveau, c'est en fait suspendre vos activités et en fait avoir 1 million d'amende pour la société. Tous le renminbi, hein, 1 million par US dollar, par euro, c'est yuan renminbi. Et aussi également, en fait, au niveau personnel, la hiérarchie directe responsable et la personne responsable directe doit être pénalisée, doit payer une amende entre 10 000 et 100 000 renminbi. Et le troisième niveau,
c'est plus grave. Donc là, en fait, on peut aller jusqu'à 50 millions de RMB pour l'entreprise ou 5% de chiffre d'affaires de l'année précédente. Et pour responsabilité personnelle, la hiérarchie directe et la personne qui est responsable des infractions, jusqu'à en fait 1 million d'amendes personnelles. Et la personne aussi interdit de prendre la fonction de directeur ou exécutive d'une entreprise pendant un certain temps. Après, pour nous, pour des entreprises françaises ou étrangères, quelle est la conséquence majeure? Conséquence majeure, c'est en fait, évidemment, vous devriez mettre en place des ressources et des obligations qui est dédiée à la mise en conformité et la compliance. Donc, ça vous fait un coup de plus. Et évidemment aussi, cette loi a officialisé le contrôle de l'État sur leurs intérêts et leur sécurité. Donc, en fait, c'est une couche de plus de contrôle sur vous. Donc, vous devriez être obligé d'être plus transparente dans votre activité, plus transparente, plus de traçabilité. Et tout à l'heure, j'ai plus ou moins dit, vous êtes quasiment interdit de transfert des données entre la Chine, par exemple la Chine et la France. Donc, en fait, officiellement, c'est pas interdit, mais il y a tellement de validations, tellement d'évaluation des risques et de sécurité, etc. Ça devient quasi impossible de transfert des données, des données personnelles chinoises vers l'étranger. Et aussi, il faut savoir, vous êtes presque impossible d'utiliser un opérateur 100% étranger en Chine, un opérateur SaaS, un opérateur qui, par exemple, si vous êtes dans une entreprise de fournir des solutions, services SaaS pour le marché chinois, vous souhaitez travailler avec AWS en Chine, vous pouvez, AWS en Chine, ça existe, mais vous devriez également associer un acteur national, un acteur chinois dans le boucle. C'est pas possible tout seul avec un 100% étranger, vous ne pouvez plus le faire. C'était déjà le cas officieusement, mais maintenant c'est officiel, donc vous ne pouvez plus le faire. Il y a aussi un problème de clarté dans le texte. Déjà, la langue chinoise est toujours très floue par rapport à la langue française. Mais même dans le texte, j'ai vu une phrase style « si les circonstances sont graves », mais on ne dit pas quelle est la qualification de circonstances graves, la définition, le critère d'évaluation, on ne voit pas. Et donc, en fait, ce genre de texte un peu flou, ça ajoute une couche de plus pour l'administration d'interpréter et peut-être intervenir sur certains sujets. Donc, vous pouvez tomber sur une même situation pour une province, ça passe, pour une autre province, ça ne passe plus, parce qu'en fait, le texte est encore assez flou. Donc voilà, donc ça, c'est les conséquences pour quelqu'un qui travaille dans le secteur numérique, dans le secteur qui doit traiter massivement les data personnelles des Chinois. Donc, évidemment, vous allez aussi renforcer votre gestion de risque en Chine et prendre plus de rigueur dans le choix de vos activités en Chine. Donc ça, c'est une évidence. Voilà, donc ça, c'est plus ou moins, j'ai résumé un peu la nouvelle loi RGPD chinoise pour vous. Si vous souhaitez savoir un peu plus, n'hésitez pas à nous contacter pour avoir plus de détails sur ce sujet-là. Maintenant, en fait, je redonne la main à Shanghai pour que Bright vous explique un peu comment il vit, comment c'est son analyse sur terrain. Bright? Yeah, I can hear you. Could you explain to us more what is the situation in China about this new law about the protection of private data? Okay. Also, I think you just asked these questions is about how will this law affect about the business development between France and China. I think it's a very good future because, the Chinese recently development with just GDP development
and also people have more money to need more great, better product and service. So also for our business environment and policy environment, we should be more efficiency and talking with the international, become more lawyers, to be more legal. So you can see this is a good news. Just like in Europe and American, we have a very great lawyer to protect people's rights, protect the capital's rights, protect the entrepreneurs' rights. So it make the environment, business environment more efficiency and equal. Because you can see some news for Chinese government now punish the big capital groups such like Alibaba, these groups. They don't just use their powerful data, use their capitals to monopolize them in Chinese market. And also they should use their money, their capitals, develop more new technology and make more products and services for peoples. So you can see for our daily life, our Alipay, they just showing us more information about our privacy data. If they want to collect them, we should let us know. And we also, after we agree to that, they can just collect our data. And also, I think it's very great for other companies come to China to compete with them. So this make a very better lawyer environment. So also you can see the Tesla come to China, and also they build their data centers in China, and also we can develop the Chinese market very faster. For a long time ago, we know Google come to China. You also know that we just want to build our own search engine, such things. And in that times, the environment, the law environment, not that complete. And for now, the other foreign companies can come to here compete. So I think it's a good news for others, because for China, we raise up without colonize, without war. Actually, we want to make the life better. So we should open our mind and open our arm to enjoy everyone come to here, because for this environment scenario for business and technology development, we should cooperate. We just fight the coronavirus or other things, other troubles. So we should cooperate together. We can just make it better. So for this laws, I think it's a good news for everyone. We can just compete with each other more equally. That's my point. Okay, thank you, Bright. Maintenant, je voudrais bien aussi inviter Bertrand, qui était en fait travaillé pendant 8 ans en Chine pour Peugeot, filiale Chine Peugeot, qui était responsable du côté R&D en Chine. Donc lui, il doit peut-être avoir des analyses en tant que Français vécu en Chine dans un secteur automobile ou presque technique, donc tech. Quelle est son analyse et son témoignage sur ce sujet-là? Bertrand? Oui, bonjour tout le monde. Oui. Alors, pour recadrer, effectivement, j'ai piloté les transferts de technologies R&D dans l'univers de l'électricité électronique et logicielle, notamment à partir de 2015 sur du transfert de données entre les véhicules et les infrastructures et d'autres activités. Alors évidemment, tout ça s'est fait avant le cadre que tu viens de présenter. Et en fait, je vais pas, je vais être assez succinct et si des personnes souhaitent me contacter sur LinkedIn pour en discuter, mais c'était le Far West. Il y a des chances que ça soit encore le Far West, même avec les cadres. Ce que je dirais, et ce que tu as mentionné, c'est que bon, le cadre est là maintenant, on connaît un peu les sanctions et ce sera peut-être un peu moins arbitraire dans les approches du gouvernement. Et encore que, ce qu'on a découvert, nous, progressivement, on avait beau l'avoir en tête, c'est qu'il faut constamment travailler avec un partenaire. La question de RGPD en Chine, tout comme en Europe, c'est pour protéger le citoyen. D'un point de vue industriel, c'est des contraintes supplémentaires. Ce que je dirais, c'est que
le travail sur la data, la création de valeur, elle se fait avec un partenaire. Et ce qu'on a découvert, c'est que le partenaire, à titre d'expérience, hein, avait tout simplement redondé l'ensemble des serveurs et utilisait les données extraites des véhicules. Alors, bon, soit en passant, on n'avait pas non plus beaucoup de données à exploiter, mais il faut bien avoir à l'esprit que voilà, opérer tout seul, c'est impossible. Opérer avec un partenaire, c'est obligatoire. Ça l'était déjà il y a 10 ans, ça l'était dans les 10 dernières années. Et il faut savoir que le partenaire fait ce qu'il veut avec les données. Alors maintenant, un peu moins avec le RGPD chinois, mais il faut travailler avec lui. Et les questions qui vont se poser pour les PME qui travaillent dans ces univers-là et la création de valeur sur l'exploitation de ces données, la création de services, ils ne seront pas tout seuls. Ils vont devoir le bosser avec des partenaires. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de business possible, mais dans des univers comme l'automobile, les données ne génèrent pas n'ont pas d'objectif que de générer du service pour le client. Ça peut aussi aider à la conception, des données de conception pour améliorer la conception de certains équipements. Ça peut être vrai aussi dans l'industrie 4.0 au niveau des usines. Il y a un gros travail toujours constant, même si c'est un peu le Far West, avec les partenaires. C'est globalement impossible de bosser tout seul. Voilà, c'est ce que j'ai retenu de ces 10 dernières années. Il ne faut pas imaginer être tout seul. Il faut d'entrée de jeu ouvrir la copie, mais en pesant le pour et le contre, comme toujours, ça dépend du business qu'on veut générer. Merci Bertrand. Merci Bertrand. On va en fait laisser un peu de temps le dernier moment pour Q&A. Si quelqu'un qui a des questions très importantes, vous pouvez poser pendant la séance, mais idéalement, on va grouper à la fin, si ça vous convient. Donc maintenant, si vous n'avez pas de questions, on va rentrer dans un sujet un peu plus léger. Quelle est l'image des Français en Chine déjà? Et comment les Chinois voient les technologies françaises, en fait. Déjà en Chine, ça c'est mon point de vue, et après compléterai par Bright, qui est en Chine, qui est un Chinois qui connaît très peu la France, ils sont jamais venus en France. Et après, donc surtout, en fait, lui, comment il voit en fait la technologie française. La perception des Français en Chine. Et après aussi, je vais demander, Bertrand vient venir compléter un peu, il a vécu comment ils se sentent en Chine en tant qu'un Français qui a vécu en Chine. D'abord, image du pays de la France, c'est quoi en Chine? Grosso modo, la France se débrouille tellement bien au niveau de l'art de vivre à la française, luxe, mode, vin, que tous les Chinois connaissent. Et quand on parle de la France, ils pensent les Chinois, ils pensent le Versailles, Paris, Napoléon, Louis Vuitton, Chanel, tout quelque chose un peu caricatural, un peu stéréotype de la France. Et la Chine, en fait, connaît bien. La France, c'est un pays littéraire. Même moi, quand j'étais en Chine, on a beaucoup lu des romans, des écrivains, des philosophes français très connus. Mais la France, malheureusement, il a toujours une image en Chine, c'est quel pays qui fait beaucoup de grèves. Et aussi, évidemment, en fait, la Chine communiste a un rapport un peu particulier avec la France, c'est la Révolution française. Et parmi plusieurs personnes, des créateurs du parti, les deux sont venus en France, Zhou Enlai et Deng Xiaoping. Les deux, ils ont fait des études et travaillé en France. Donc, ils ont un rapport un peu particulier avec la France, sachant que le Parti communiste est créé dans la concession française de Shanghai. Donc, en fait, il y a des rapports avec la communiste chinoise assez intéressantes côté la France. Et maintenant, on parle un peu de l'image d'un Français. Qu'est-ce que c'est pour les Chinois? Les Chinois considèrent un Français, c'est un romantique qui a le bon goût. Ils ont l'esprit critique, évidemment. Souvent, en fait, les Chinois ont tendance à dire bouteille moitié plein, et les Français, ils disent souvent la bouteille moitié vide. Et assez original et créatif, ça, les Chinois, ils savent. Mais par contre, ils pensent que les Français sont assez individualistes et même parfois arrogants, orgueilleux. Et aussi, en fait, on est assez imaginatif, donc parfois notre logique n'est pas très simple et les Chinois, ils ont mal à suivre, ils ont un peu compliqué à suivre de leur côté. Il faut savoir, les Chinois, ce sont des gens très pragmatiques, très visuels et concrets.
les conceptions abstraites, ils n'aiment pas trop, en fait. Et donc, en fait, les Français, les Chinois considèrent que c'est plutôt les gens assez conceptuels, mais moins orientés peut-être vers les résultats concrets. L'histoire de Peugeot, je connais un petit peu en Chine. Au début, en fait, on est tellement axé sur l'esthétique de la voiture, hein, mais le Peugeot, à l'époque, a proposé trop tôt des voitures qui est stylisée, très, très belle, mais en même temps pas très fonctionnelle, que les Chinois, ils trouvent que c'est compliqué à utiliser, par exemple. Donc les Chinois pensent que les Français aiment bien les vacances. On a toujours l'impression que les Français ils ont beaucoup de vacances. Voilà, donc ça c'est un peu la perception des Français de mon côté en Chine. Et je ne sais pas, en fait, on va poser des questions à Bright. Qu'est-ce qu'il pense de Bright? Could you tell me what's your perception for French, the countries and the people? Okay. You have never been in France? Yes. Yes. Just I hate the coronavirus. As questions, I also have an AI translator next to my mobile phone, so I hear what you have said. That's probably most perception for Chinese people to see the French people. And also, I want to add one thing. I think both of the Chinese and the French people, they want a better life. They enjoy the life together. I think that's our same view, same goals. So you can see for these views, I think just we can promote more things to cooperate to develop the technology promote. I think for the future's better life, just from my view, I think we should make more technology development and less political argument. Everyone knows, but actually for the media in different countries, they just served for the governor, for the capitals. Sometimes it have a lot of bias for each other. But for the people I just met, for the foreigners, such like some multinational companies, partners, and my friends, they're also very, very interested with their own business and the technology. And also, we already enjoy our life. We talk about the futures, the technologies, and the better view, better futures. I think that's the happy things. So for my views, we also enjoy our life, and also we romantics. So I think it's a good time. We can just promote it and forget about the policy. That's the view. And could you tell me what is difference between a French, German, or Englishman for you? For me, yes. And I think a very simple word for our French people, our French partner friends. They're very romantic. For our German friends, they are very strict and very mathematics. You can see that. And for the English people, they may be a little bit gentlemen. That's my view. OK. Je vais avancer pour finir. Après, je vais inviter Bertrand à venir de nous faire partager un peu son sentiment ensemble au niveau de l'image des Français et la technologie française. On va avancer sur le sujet comment les Chinois perçoivent la technologie française. Mon point de vue, la technologie française est clairement éclipsée par l'excellence de l'art de vivre à la française en Chine. Bon, on pense à la France, on pense presque dans l'esprit collectif. Hein, je ne dis pas dans le secteur professionnel, évidemment, donc c'est un peu différent. Donc, on ne sait pas, en fait, en France, on a avancé dans certains secteurs. Hein, mais par exemple, le système de grande école d'ingénieurs françaises et l'excellence en mathématiques françaises sont méconnus. Parce que j'ai posé la question à Bright, est-ce qu'il sait tout ça? Donc, il ne sait même pas. Il ne sait pas, en fait, les ingénieurs français sont mondialement connus. Les Chinois ne voient pas ça. Et aussi, ils savent, en fait, les Français sont pointus dans certains secteurs, par exemple le nucléaire, aéronautique, même peut-être le TGV, toutes ces technologies-là. Donc, ils savent que les Français sont pas mal. Ils ont une idée de la France, des Français, ils sont plus, en fait, très orientés vers l'expertise technique que le business. En fait, les Chinois, ils trouvent que les Français sont des très bons techniciens, mais ils sont moins
dans les affaires. Donc, c'est l'idée, encore une fois, je mets juste une image, une impression générale. Après, donc, dans tous les pays, il y a des différentes opinions. Et clairement, le jour aujourd'hui, influence française par rapport aux anglo-saxons, allemands et japonais sont un peu moins en Chine, ça c'est vrai. Parce que ça c'est pour plusieurs raisons. Parce qu'en Chine, il faut savoir, il y a beaucoup de diplômés des universités anglophones qui sont revenus en Chine, massivement en Chine, pour justement de profiter cette opportunité énorme du marché chinois. Donc, Bright lui-même, il a fait ses études en Australie. Donc, en fait, en Chine, effectivement, il y a une forte réputation d'écosystèmes d'innovation USA, hein, Silicon Valley, Wall Street, toutes ces choses-là, donc ça connu. La France, on a très peu d'équivalents qui est assez connu en Chine. Par Airbus, Daya Bay, hein, donc c'est centrale nucléaire construite avec les Français, donc ça, les Chinois savent. En tout cas, on n'a pas une image très attractive à ce niveau-là. Et après, évidemment, il y a l'anglais, la langue. Donc, l'anglais est beaucoup plus pratiqué en Chine que langue française. Et aussi, les Américains ou les Anglo-Saxons savent très bien de construire la notoriété. Donc, on a grandes marques, Apple, Google, GAFAM et Elon Musk et Tesla, toutes ces choses-là qui parlent, Steve Jobs, tout ça, qui parlent aux Chinois, mais nous, en fait, on n'a pas une sorte d'emblème, une sorte de représentation assez marquante à ce niveau-là en Chine aussi. Et après, il y a aussi des raisons historiques et des raisons géographiques. Par exemple, les Allemands qui sont assez présents en Chine, c'est surtout pendant la période de réforme et ouverture. On a beaucoup de chantiers en infrastructure, en machinerie, tout ça. Et ça, les Allemands sont assez bons dessus. Et les Japonais sont la proximité aussi, les fabrications japonaises sont considérées très bonne qualité en Chine. L'historique aussi, en fait, en Chine, des grands projets nationaux, style la bombe atomique, toutes ces choses-là, ou aller vers la Lune, tous ces grands projets nationaux sont souvent dirigés par des Chinois qui sont revenus des États-Unis. Même il y a 1 ou 2 prix Nobel, qu'ils ont fait leur parcours éducatif aux États-Unis. Ils sont après retournés en Chine pour participer et être experts très importants dans ces grands projets. Donc en Chine, clairement, les anglo-saxons et en fait, où les Allemands ils sont au niveau de réputation technologique est plus importante que la France. Mais par contre, maintenant, il y a les nouvelles opportunités, la donne change. Parce que d'abord, vous savez tous, maintenant, la Chine et avec les États-Unis, ils rentrent dans une compétition, être le leader mondial. Ils ont en fait en foi ces derniers temps. La Chine qui tourne davantage vers l'Europe pour chercher des aides ou des savoir-faire technologiques européennes pour réaliser leur grand plan quinquennal, leur grand projet. Et aussi, donc, vous avez vu, au niveau de plan quinquennal, maintenant, la Chine entre dans une période de créer du modèle économique qualitatif au lieu de quantitatif. Et les produits et les services de haute qualité français ont rencontré une opportunité importante. Les Français dans les services assez bons et aussi la France, il y a une image des produits d'excellence et premium. Donc ça, c'est peut-être lié un peu avec des luxes françaises, tout ça. Donc la France, clairement, a une image en Chine dont les offres sont de grande qualité et excellentes. Voilà, donc ça, c'est peut-être une opportunité pour nous. Aussi, tout à l'heure, on a parlé du fait que le général de Gaulle, c'est le premier chef d'État occidentaux a reconnu la nouvelle Chine du communiste. Les Chinois, ils ont une mémoire très forte. Donc, il y a une amitié singulière entre la France et la Chine. On peut aussi profiter de cette amitié des Chinois, évidemment un peu politique, pour faciliter un peu nos affaires sur le marché chinois. En plus, généralement, la vie française a une très bonne image auprès des Chinois. Pour un Chinois, ils peuvent rêver de venir vivre en Europe. L'Europe, c'est vraiment un lieu de cœur pour beaucoup de Chinois. Ils aiment bien de vivre un peu à la style européenne. Voilà, donc ça, c'est ce que je pense sur la technologie française en Chine. Et maintenant, je souhaiterais avoir un peu
de côté de Bertrand, que tu peux nous dire un peu comment tu as vécu, comment tu te ressens quand tu étais en Chine, qu'est-ce que c'est un français ou qu'est-ce que c'est des technos français? Ouais, écoute, il y a pas mal de choses qui ont été dites. Écoute, moi, la perception alors, de la technologie française, quand je suis arrivé en Chine il y a un petit peu plus de 10 ans, était résumée au grand secteur nucléaire, ferroviaire, automobile, que l'on connaît, donc une faible perception de l'apport français vu de l'extérieur. Si on écarte l'aspect consumériste au niveau automobile ou produits de luxe entre l'Allemagne et la France, ce qui s'est joué, enfin ce que j'ai constaté et qui m'a beaucoup aidé en Chine et dans différentes régions de la Chine, hein, pas seulement Shanghai, c'est l'intérêt du management français qui est beaucoup plus accessible. Alors, il peut y avoir des contre-vérités, hein, évidemment, des contre-exemples, mais comme la culture française fait quelque chose que la culture chinoise a encore un peu du mal sur l'aspect esprit critique, il y a beaucoup d'intérêt des employés à avoir des managers français ou en tout cas être en relation avec la France parce qu'ils peuvent apprendre beaucoup. Et apprendre beaucoup, c'est intéressant localement puisque ça permet, un, de faire monter son salaire, deux, d'aller jouer dans d'autres industries. Donc en fait, moi j'ai plutôt eu que des retours positifs sur la France. Bon, dans un univers qui est l'univers automobile ou l'univers du composant électrique électronique, il y a eu aussi un gros travail ces dernières années de la France, notamment via la French Tech, Business France et d'autres CCI qui font la promotion et qui amènent les entreprises en Chine à se faire connaître. Et c'est vrai que, et je reprendrai la ligne orientée plus vers l'expertise technique que le business, c'est un peu le piège, c'est que la France s'intéresse, les Français sont quand même plutôt, pas plébiscités, mais les entreprises chinoises aiment bosser avec des boîtes françaises parce qu'il y a l'expertise technique, le côté apprentissage, mais alors, par contre, une absence totale de business. Alors, ça change beaucoup ces dernières années, hein. Les dernières années, ça change, ouais. Ça change beaucoup. En tout cas, moi, j'ai vu d'énormes échanges, d'énormes changements. Bon, j'ai des exemples de sociétés que j'ai accompagnées, de PME, qui avaient donc de la technologie, des brevets sur le territoire chinois et qui ont mis quelques années à poser le business model et qui maintenant tournent bien. Et même si, alors c'est dans l'univers notamment de la recharge électrique, qui peut paraître être une commodité et qui en fait est porteur de beaucoup de brevets et de technologies. Et donc ces sociétés percent en Chine avec des partenaires toujours, hein, rarement tout seul. Enfin, j'en connais pas qui est percé tout seul. Et ouais, il a un intérêt. Enfin, en tout cas, le management français est plutôt apprécié. Voilà. Ouais. Et en plus, j'ai oublié à dire, en fait, entre les Chinois et les Français, on a une connivence sur le bon bouffe quand même. Oh ouais, autour de la table, c'est vrai. L'art de table. Donc en fait, il y a beaucoup de similitudes aussi, ouais, entre les Chinois et les Français. Au niveau de vie, les Chinois apprécient beaucoup la vie française et les Français, ouais. Bright, have you still some comments upon the French and the French technologies? Okay, already just use a translator. I hear a little bit, but not that complete. I think that for different countries, they also have the advanced technology and also the development technology. So I think the more just look at our present and for futures. For every country's history, they also have very great history. So I think we should focus on right now and for future. Actually, for French technology, for normal people in China, maybe they don't know too much, just as you mentioned. A lot of cultures advanced in France, we would know that well. But also for the professional guys in the industry, they know that in France there are a lot of kind of industry is very advanced, such like a nuclear and airplane industry, such things. So I think the most things we just focus on the actually industrial and the actually specific project that should be more efficiency. For my view, just why we just open this webinar, I think we can build this bridge and build this start this opening. We can find more specific industry. We can just cooperate. As I mentioned, for our peoples, for our companies,
We will live in the present. We will live in the future. We all enjoy the life. We want the better life. So the things we can do just to make the product and make the service better, and just make a good job for our customer. That's the things we should do. And also, I want technology. We can just help each other. Thank you, Bright. Bon, maintenant, on va répondre à des questions. Donc, j'ai ici déjà 4 questions par les participants. Je vais poser les questions, une à Bright. Donc, la première question, c'est quel est les secteurs très ouverts de nouvelles implantations et comment exerce le contrôle des investissements par les autorités? Et quelles sont les garanties sur la propriété intellectuelle des entreprises disposent des brevets? Bright? Yes, I can hear you. We open the Q&A session. Okay. I have already submitted to you 4 questions asked by our participants. So could you answer the question, what is the open sector for the foreigner and the new implementation, and how to control the investment by the authorities and so on, and the guarantee about IP? Could you give some answer about that? Okay. Just for the industry we opened, it just say, as I mentioned, you can help the Chinese people to born more children. You can just do it. It's better. So it's a very open sector. Better life, yeah. That's like the daily life products and some service, automobile, such industry. It's opening them. But some is restricted for the national companies control it, such like the electricity, the energy industrial. These things are just for the national companies. They control it. Maybe that we cannot enter that very easily. And also for the investment, we welcome the foreign investment in our in China. And also they have a lot of policy to help foreigners to living and for the children's education in China. And also, for the Shanghai, it's an international city. Now it also has a lot of different culture people just living here. So I think it's very good environment for foreign people to invest the company in China. If it's not good, the Tesla, Elon Musk won't be here. You know that he's a very crazy guy, but we love it. Okay. So for the IP protection, just as you said, the GDPR, such the lawyer environment, the scenario become better and more efficiency recent now. Just like the one we just have office, IP protector, IP office in our platform. We can fast help our startup company and also some middle companies to get their IP authorized in very short time. That's the things we really do. Only in 3 weeks, we have a startup get their IP authorized. Okay. Yes, that's it. Thank you. Je vais compléter cette réponse, c'est qu'en fait, tout à l'heure, on a déjà vu le plan quinquennal. Grosso modo, tous les secteurs que les Chinois ont besoin, vos technologies, vos savoir-faire, c'est plus ou moins ouvert. Par exemple, la production d'équipements ou de nouveaux matériaux, la haute technologie et le secteur de services, de recyclage, l'utilisation d'énergie renouvelable, protection de l'environnement, toutes ces choses-là. En Chine, chaque année, ils ont publié une liste des secteurs interdits, encouragés, autorisés, dissuader en fait. Chaque année, il y a un livre blanc, en fait, il y a une liste des secteurs, donc c'est des pages, donc c'est très détaillé. Si quelqu'un intéresse, vous pouvez venir vers nous, donc chaque année, ça ajuste, ça a des modifications, selon dans quel secteur la personne qui a posé les questions travaille. Donc tout à l'heure, Monsieur Bright a dit déjà pour
toutes les solutions qui aident de garder des jeunes d'enfance ou pour la sécurité sociale ou pour créer, par exemple, les maisons de retraite médicalisées, toutes ces choses-là, la Chine, ils ont besoin beaucoup d'aide. Donc là, en fait, il n'y a pas de problème. Ça dépend, en fait, dans quel secteur on parle. Évidemment, au niveau de l'industrie militaire, toutes ces choses-là, tout à l'heure, Bright a dit, hein, l'électricité, tous ces endroits stratégiques, évidemment, c'est plus contrôlé et c'est plutôt contrôlé par des entreprises nationales. La deuxième question, c'est que l'impact de RGPD sur commercialisation de systèmes de traçabilité sécurisés. Donc ça, en fait, tout à l'heure, on a déjà plus ou moins parlé. Je vais inviter Bright pour toucher quelques mots dessus. Bright, for the second question about the impact Chinese protection, data protection to the system who do a lot of track with important security degree. What should be the impact of the new law? Okay, so for our people, we have more rights and we have our decision how to use our own data. And for the companies, for the business environment, just as I mentioned, it's also become a better business environment. Because as you know, for this time, the big company, multinational company, or listed company in China, or the biggest or bigger capital, they cannot monopolize the market. Now, for the middle and the small company, they have a more opportunity to compete in the market equally. So that's the things I think it will impact for the whole business environment. And also for people and for company, I think it's more security for their own, for their future. That's my opinion. Donc moi, je vais compléter aussi cette question. En fait, ça dépend, hein. Encore une fois, tout à l'heure, on a déjà vu au niveau de l'explication des nouvelles lois, il est clairement dit la sécurité des données nationales est prépondérante. Si votre traçabilité sécurisée qui est dans le secteur B2C ou je ne sais pas où, il n'y a pas trop d'impact à ce niveau-là, peut-être c'est beaucoup plus facile, mais si vous êtes dans un secteur assez stratégique, ça peut être plus regardé. Et en tout cas, vous avez vu tout à l'heure, hein, donc en cours, la nouvelle loi dit que on peut avoir des contrôles et évaluations de sécurité sur vos activités-là. De traçabilité au niveau de cryptage et décryptage à ce niveau-là, dans la loi, ils n'ont pas clairement dit. Hein. Donc, à mon avis, c'est encore une fois, c'est à l'administrateur d'évaluer l'importance de contrôle. Il y a forcément un impact, encore une fois, une couche de contrôle de plus, ça c'est certain. J'ai une troisième question un peu plus concrète. Quel est le meilleur canal de lancement d'une nouvelle gamme nutraceuticale en Chine, Yingyangping? Bright, we have a very concrete question about how to begin the market development about the new product about I don't know how to say in English, Yingyangping in China. Right, I understand that. Okay, so that's a very happy question. I like it because we all like to become healthy and beautiful. So okay. Actually, you know, it's a question depending on the specific environment. Because you know China is very big and they have different cities, they have a different province in different cities. They have different cost of ability. They don't. Every family have a different requirement. So if you want to develop a Chinese market, you should find the right people, right market, and should make sure your product have the ability to just comfort the customer. Just like if you in city in Shanghai or Beijing, such big cities, so your product should be very, very great function
that can really help the people get a better health. And also you can have a high price. That's okay. You can have a great brand and good services. Now you can just develop it in city in Shanghai and Beijing. Now for this company, companies that products, you should have more about the, we can say, the advertisement, and also you should have great partners in China. They can help you provide great services, because in these cities people want great services. They want that feeling. Also, some small cities in China. These cities, for million people living there, they know each other. So you should have a great brand. People, if your products are good and not that expensive, you don't need much more advertisement. People will tell each other, yes, I'm using this product, it's very good. Also, do you want to try? Yes, I want to try. Then we can use the WeChat group, we can sell it. So different place use different way to sell the products. But you should find the right people. That's a key point. That's my opinion. Yeah. Pour compléter cette réponse, en fait, en tout cas, le marché sur la gamme, sur les produits nutritionnels ou les produits de santé, et en Chine, clairement, vous allez avoir la potentialité du marché. Les Chinois font très attention sur ce genre de santé quotidienne. En général, il y a un marché important. Il a le potentiel du marché, mais après, donc, sachant que sur ce marché, il y a beaucoup de compétiteurs aussi. Hein, donc, en Chine, le marché est inondé des produits de ce type, de la base médecine chinoise à des produits qui est très efficaces, etc. Donc, du coup, en fait, effectivement, c'est comme Bright a dit, il faut trouver des bons partenaires. Déjà, la qualité des produits en soi doit être bon, doit être compétitif, doit avoir des besoins sur le marché, et après trouver de l'efficacité de créer leur marque, la notoriété de la marque sur le marché. Le marché chinois est drainé surtout ce genre de grande consommation B2C par KOL. Maintenant, c'est très à la mode. KOL, c'est Key Opinion Leader, donc leader des opinions. En fait, la pub classique, maintenant, on fait de moins en moins. On investisse beaucoup dans les leaders opinions sur des plateformes social médias. Donc voilà, donc aussi en Chine, il y a beaucoup de plateformes spécialisées. Donc en fait, il faut trouver un bon partenaire, faire une bonne publicité et marketing. Donc le marché est là. Et la quatrième question, la dernière, et après peut-être il y a d'autres questions online. Quelle est la tendance globale sur le contexte des affaires en Chine pour les PME françaises? Là, en fait, opportunité et protectionnisme. Donc, cette question, en fait, c'est très, très bonne question, mais assez large. Hein, et je pense qu'on a déjà plus ou moins répondu implicitement cette question. Est-ce que ça convient, cette réponse? Et je vais quand même inviter Bright de dire quelques mots sur ça. Bright, could you answer this question? Yes, what about the opportunity as a protectionism in the Chinese market, especially for the SME? Yeah, small companies. Okay. Yeah. Also, I think it's a very great time to develop both the technology and marketing integration. As we know, for Chinese, we just talked the topic before, such like the Alibaba being punished by Chinese government. Also, this is a sign for the middle and the small companies. Now we just want you to develop better, not only the big capital or big companies, more just monopoly the marketing. So it's a good time for the middle and small companies. And also for the coronavirus and the USA technology competitions, we need more. Also, there's more opportunities opening for other countries. We can just have more cooperations. So I think it's a good time to develop more technology and marketing integration in both countries. That's my opinion. Okay. Je n'ai pas vu des autres questions, donc aujourd'hui on va s'arrêter là. Si quelqu'un veut des questions précises, vous pouvez me contacter ici en fait avec email contact sans s @sra2c
Et aussi, vous pouvez me contacter sur LinkedIn. Vous connaissez tous mon profil LinkedIn. Je profite de cette occasion pour vous dire, donc, on souhaite organiser de temps en temps ce type de webinaire pour traiter des sujets plus pragmatiquement possible pour les participants. On pense de faire un autre webinaire prochainement sur la sécurisation de projets tech en Chine, surtout pour parler un peu comment protéger ces IP et comment sécuriser le transfert en technologie au niveau organisationnel, stratégique, etc. Je vais voir avec les autres intervenants pour la suite. Donc aujourd'hui, c'est tout. J'espère que ce sera utile pour vous et n'hésitez pas de me poser des questions. Voilà. Merci encore pour tous les participants et merci à Bright. Thank you, Bright, for your time and your presentation, very interesting. Et merci beaucoup à Bertrand, qui est très occupé, mais il a pris le temps de venir nous faire partager un peu ses expériences. Je te remercie beaucoup, Bertrand. De rien. Sur ce, on se quitte et je vous dis à très bientôt et bonne journée à tous. Au revoir.